Allez, donc bonjour à tous. Désolé pour le faux espoir de vidéo via Skype. Vous avez vu que ma connexion est donc trop mauvaise pour qu'on puisse en faire quoi que ce soit. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer en tout cas de vous faire une vidéo où je vais vous expliquer le cours, propriété par propriété, et essayer de répondre aux questions que vous m'envoyez par WhatsApp. Voilà. Je pense que ce sera la moins mauvaise solution. Je vais essayer de faire cette vidéo, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous êtes chez moi. J'ai la chance d'avoir un vidéoprojecteur, donc je vais pouvoir vous vidéo-projeter le cours. J'ai la chance d'avoir piqué le tableau de mes filles, donc sur lequel je vais essayer de vous donner quelques explications si nécessaire. Et puis on verra bien ce que ça donne. Le but c'est de trouver une solution pour pouvoir vous aider et vous aider surtout à comprendre ce cours. Donc, allez, on va essayer de se lancer. Donc, ce cours, c'est sur les variables aléatoires. Les variables aléatoires, donc ça complète le chapitre de probabilité qu'on avait fait au début de l'année, qui marchait plutôt bien. Vous avez eu une bonne moyenne, donc a priori, vous l'avez plutôt bien compris. Donc là, on va simplement compléter ça en allant un petit peu plus loin et donc en rajoutant cette notion de variable aléatoire. Donc qu'est-ce que c'est une variable aléatoire? Donc, une expérience aléatoire a pour univers oméga. En même temps, donc, je vais en profiter pour essayer de vous faire plein de petits rappels qui peuvent vous être utiles parce que vous avez sûrement dû oublier des choses. Donc qu'est-ce que c'est l'univers oméga? C'est l'ensemble des issues possibles d'une expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est une expérience aléatoire? Je lance mon dé, c'est une expérience aléatoire. Une expérience parce que je lance mon dé, aléatoire parce que s'il n'est pas truqué, je ne sais pas sur quelle face je vais tomber. L'univers oméga, c'est l'ensemble des issues possibles. Exemple, quand je lance mon dé, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La nouveauté, là, c'est qu'on va associer cette notion de variable aléatoire. Donc, la variable aléatoire, en fait, ça marche comme une fonction qui va prendre un nombre fini de valeurs. Donc, on note x égale xi, l'événement, la variable aléatoire prend la valeur xi, et x inférieur ou égal à xi, l'événement, x prend une valeur inférieure ou égale à xi. Donc là, encore une fois, ce qui va sûrement vous aider à comprendre cette première définition, je pense que c'est l'exemple, ou un exemple en tout cas. Si vous avez une urne opaque qui contient 12 boules bleues, 2 vertes, 6 rouges, indiscernable au toucher, le joueur mise 5 €, puis il tire une boule au hasard. Si la boule est verte, on gagne 3 €. Si elle est rouge, on gagne 15. Si elle est bleue, on ne gagne rien, sous-entendu, donc on perd notre mise. Donc on note grand X, le gain d'un joueur à l'issue d'un tirage. Ça va être ça, la variable aléatoire, ça va être grand X. Quelles sont les valeurs possibles pour grand X? Donc évidemment, il faut tenir compte des 5 € de mise, sinon c'est trop facile. Donc grand X peut à ce moment-là prendre, pour l'instant j'ai pas besoin du tableau, grand X peut à ce moment-là prendre 3 valeurs. Soit, prenons le cas optimiste, vous gagnez 15 € avec une mise de 5, donc variable aléatoire, gain, ce qu'on appelle aussi le gain algébrique du joueur, vous avez gagné 10 €, 15 moins 5. Autre possibilité, vous gagnez 3 €, sauf que vu que vous avez misé 5, au final ça vous fait un bénéfice de moins 2, ou plutôt une perte de moins 2. Et puis si vous gagnez rien, finalement vous avez perdu votre mise, donc moins 5. Donc l'ensemble des valeurs prises par le gain se note moins 5, moins 2, 10. Dans cette expérience-là, il y a 3 valeurs possibles. L'événement x égale moins 5 est donc associé au tirage d'une boule. Ainsi, à chaque issue possible de mon expérience, il va être associé une valeur possible de ma variable aléatoire. Donc définition, donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est associer à chaque valeur la probabilité qui lui est associée. Donc très souvent, même quasiment tout le temps, une loi de probabilité, le plus simple pour la présenter, c'est de faire un tableau. Vous allez faire un tableau où il n'y aura pas 45 lignes, il y en aura 2. Une première ligne dans laquelle vous mettez les valeurs possibles de vos variables aléatoires. Une deuxième ligne dans laquelle vous mettez la probabilité qu'a ma variable aléatoire grand X de prendre chacune de ces valeurs xi. Donc on présente ça sous forme d'un tableau. Je vous rappelle qu'une probabilité doit toujours être comprise entre 0 et 1. Si vous trouvez une probabilité négative, c'est incohérent mathématiquement, vous êtes sûr de vous être trompé. Si vous trouvez une probabilité plus grande que 1, même chose, donc la probabilité est toujours entre 0 et 1. Et par ailleurs, dans votre tableau qui va présenter la loi de probabilité, vous pourrez vérifier que la somme des probabilités doit faire 1.
Donc dans l'exemple précédent, si je dois faire le tableau qui associe la loi de probabilité, alors déjà un premier tableau simple où on avait vu qu'il y avait 3 couleurs possibles, bleu, vert ou rouge. Et en dessous, on peut mettre la probabilité que ma boule prenne chacune de ces couleurs. Vu que si je me rappelle bien, on avait 12 bleus, 2 verts, 6 rouges, ça fait un total de 12 et 2, 14 et 6, 20 boules. Donc 12 boules sur 20 sont bleues, probabilité de 0,6 de tirer une boule bleue. 2 boules sur 20 sont vertes, donc ça fait une probabilité de 0,1 d'avoir une boule verte. Et hop, je décale pour que vous puissiez bien tout voir. 6 boules sur 20 sont rouges, donc ça fait une probabilité de 0,3 d'avoir une boule rouge. Mais le tableau qui donne la loi de probabilité, c'est celui-ci. Il ne faut pas mettre la couleur des boules, il faut mettre la valeur associée à chacune de ces couleurs. Donc exemple, si on tire une boule bleue, on perd 5 €. Donc la valeur de ma variable aléatoire, c'est moins 5. Si on tire une boule verte, on perd 2 €. On perd 2 €, oui, donc la valeur c'est moins 2. Si on tire une boule rouge, on gagne 10 €, donc la valeur c'est plus 10. Et en dessous, vous recopiez les probabilités associées. Donc là, en fait, ce tableau, il s'interprète de la façon suivante. Vous avez une probabilité de 0,6 que votre variable aléatoire elle prenne la valeur moins 5. Vous avez une probabilité de 0,1 que votre variable aléatoire elle prenne la valeur moins 2. Vous avez une probabilité de 0,3 que votre variable aléatoire elle prenne la valeur 10. Et on peut par exemple calculer la probabilité de perdre de l'argent, puisque perdre de l'argent c'est la probabilité que ma variable aléatoire elle prenne une valeur négative. Il y a donc 2 valeurs négatives possibles. Vous additionnez ces 2 probabilités, donc la probabilité que votre variable aléatoire vale moins 5, plus la probabilité que votre variable aléatoire vale moins 2. Ça vous donne donc un total de 0,6 plus 0,1 égale une probabilité de 0,7 de perdre de l'argent. Donc on peut représenter éventuellement graphiquement une variable aléatoire. Très souvent, ça va être représenté par exemple par un diagramme en bâton, où vous mettez un bâton qui monte à la hauteur de la probabilité associée à chacune des valeurs possibles. Alors après, je vous avoue que c'est quand même assez rare qu'on utilise une représentation graphique. Le plus simple, ça reste quand même de faire le tableau. Alors, est-ce qu'il y a des petits encadrés orange là dans la marge qui mériteraient que je vous donne une explication? Donc l'univers va toujours prendre dans ce chapitre un nombre fini de valeurs. Exemple, quand je lance mon dé, il y a 6 valeurs possibles. Là, dans l'exemple qu'on a fait, il y a 3 valeurs possibles. Un gain peut être négatif, c'est pour ça qu'on parle de gain algébrique. Donc un gain négatif, c'est un peu paradoxal, on pourrait parler de perte, mais en tout cas, mes variables aléatoires peuvent prendre des valeurs négatives. Les événements peuvent être définis directement via la variable aléatoire grand X. Et la variable aléatoire X prend des valeurs X1, X2, et en général on va jusqu'à Xn, P1, P2, etc. Pn, c'est les probabilités associées à chacune de ces valeurs possibles. Je vous rappelle aussi la situation d'équiprobabilité, c'est quand chaque issue a la même probabilité de se réaliser. Alors là, par exemple, bleu, vert, rouge, ce ne sont pas des événements équiprobables, ils n'ont pas tous la même probabilité de se réaliser. Par contre, les 20 boules, elles sont équiprobables, parce que vous avez à chaque fois autant de chances de prendre la boule si on les numérotait de 1 à 20, autant de chances de prendre la boule numéro 1 que de prendre la boule numéro 2, que de prendre la boule numéro 3. Donc là, la situation d'équiprobabilité, c'est par rapport aux boules, mais pas par rapport à leur couleur. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec cette explication. Et je vous rappelle aussi que on calcule une probabilité en faisant le calcul suivant, nombre d'issues possibles d'un événement divisé par nombre d'issues possibles au total dans mon expérience. Ça, c'est pour calculer la probabilité d'un événement. Je répète, nombre d'issues possibles de mon événement sur nombre de cas possibles au total. C'est pour ça que là, la probabilité d'avoir une boule bleue, il y a 12 boules bleues divisées par 20 boules au total dans mon jeu. Voilà, donc là, a priori, normalement, rien de bien compliqué. C'était juste pour définir la notion de variable aléatoire. Ensuite, on peut simuler une variable aléatoire grand X en créant une fonction qui renvoie la valeur xi prise par grand X avec la probabilité pi à l'aide de Python, votre meilleur ami Python.
notamment les filles qui avaient pas mal de mal avec ça. Donc j'espère que vous avez progressé un petit peu là-dessus, même si j'ai quand même un petit doute. Alors je vais essayer de vous expliquer ce petit exemple, alors qui n'est pas le plus important. Là on va quand même se concentrer surtout sur les propriétés, les définitions en lien avec les variables aléatoires. Mais ça fera peut-être pas de mal. Là par exemple, quand je regarde cette fonction Python, donc elle va simuler une variable aléatoire avec la commande random qui a priori doit me renvoyer un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Si on prend une valeur inférieure à 0,6, on retourne 5. Si on prend une valeur inférieure à 0,7, à mon avis, ce serait plutôt une valeur comprise entre 0,6 et 0,7, alors on renvoie moins 2. Sinon, on renvoie 10. Ça veut dire qu'en fait, ce petit programme, il y a 3 issues possibles. La probabilité de renvoyer moins 5, c'est tout ce qui est entre 0 et 0,6, donc une probabilité de 0,6. La probabilité de renvoyer moins 2, c'est tout ce qui est entre 0,6 et 0,7, donc ça fait une probabilité de 0,1. Et la probabilité de renvoyer 10, c'est le reste. Vu que c'est des nombres aléatoires compris entre 0 et 1, il reste une probabilité de 0,3. Donc voilà pour ce petit exemple Python, mais je veux quand même aller à l'essentiel. D'après les quelques questions que vous m'avez posées, ça commence un peu plus à coincer. Alors pas trop sur l'espérance, mais c'est quand même une des notions les plus importantes, donc je vais vous la détailler. Donc on va rester dans cette partie avec grand X, une variable aléatoire, associée à une loi de probabilité. La notion d'espérance, en fait, elle se ramène un petit peu à la moyenne. Quand on a une série statistique, on a dû faire un chapitre, vous avez dû faire un chapitre de statistique en seconde. Quand on a une série statistique, on peut déterminer la moyenne de façon assez simple. En général, voilà un tableau statistique, on donne les valeurs possibles associées à des effectifs. Ici, ce qui joue le rôle de valeur, c'est les valeurs de ma variable aléatoire. Ce qui joue un peu le rôle d'effectif, c'est les probabilités associées. Et donc l'espérance se rapporte à la moyenne. Donc pour calculer l'espérance, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je prends la première valeur de ma variable aléatoire, je la multiplie par sa probabilité. Plus je prends la deuxième valeur de ma variable aléatoire, je la multiplie par sa probabilité. Et je fais ça pour chacune des valeurs. Donc je fais la somme des valeurs multipliées par la probabilité. Je vous l'ai dit, c'est une moyenne. En général, une moyenne, on divise par l'effectif total. Ici, ce n'est pas nécessaire puisque, si vous avez bien suivi, l'effectif total, c'est la somme des probabilités. Or, la somme des probabilités fait 1, ça ne sert à rien de diviser par 1. Vu qu'en maths, on est des gros feignants, tout ce qui ne sert à rien, on ne le fait pas. Donc là, je me contente de prendre ma valeur de ma variable aléatoire, je multiplie par la probabilité, j'additionne ça et je fais pour chacune des valeurs. Un exemple pour vous permettre de mieux comprendre. On reprend notre exemple précédent avec ma loi de probabilité où il y a 3 valeurs possibles pour ma variable aléatoire, moins 5, moins 2 et 10, associées à des probabilités de 0,6, 0,1 et 0,3. Si je veux calculer l'espérance, il suffit de faire moins 5, donc première valeur, fois 0,6, donc sa probabilité, plus moins 2 fois 0,1, sa probabilité, plus 10 fois 0,3. Ça me donne une espérance de moins 0,2. Donc après, le calcul, vous l'avez vu, il est assez simple. L'interprétation est tout aussi importante et même plus importante. Que signifie ce moins 0,2? Ça signifie que ça, si c'est un jeu, la probabilité de gain à l'issue de ce jeu, ou l'espérance plutôt, utilisons les bons termes, l'espérance de gain à l'issue de ce jeu est de moins 0,2. Donc à votre avis, est-ce que vous allez être gagnant ou pas? Oui, Stanislas, à ton avis? Non, effectivement, on n'a pas intérêt à jouer à ce jeu. Oui, je vais essayer de faire des blagues pourries, parce que tout seul, là, ça fait un peu bizarre quand même de faire ma vidéo. Donc, tant pis, je vais faire des bides, je ferai encore plus des bides tout seul, mais au moins j'aurai essayé. Donc là, à ce jeu, vous êtes perdant, puisque l'espérance de moins 0,2 signifie qu'en moyenne, par partie, vous pouvez espérer ou craindre, on parle d'espérance, perdre 0,2 € par partie. Alors attention, on est dans une situation de probabilité. Donc ça veut dire qu'il y a un caractère aléatoire que vous ne maîtrisez pas. C'est pas pour ça que vous n'avez pas intérêt à jouer à ce jeu. Mais sur le long terme, justement, je pense que c'est un des points suivants, la loi des grands nombres.
vous assure que si vous jouez un grand nombre de fois à ce jeu, sur le long terme, vous allez être perdant. Vous allez être perdant en moyenne de 0,2 € par partie. Vous vous en doutez bien, la plupart des jeux, que ce soit au casino, à la Française des Jeux, si quand vous l'aurez bien maîtrisé, vous amusez à calculer votre espérance de gain, si vous avez tous les éléments en main pour le faire, l'espérance de gain est toujours négative. Alors après, l'intérêt, c'est qu'elle soit pas trop négative pour attirer le joueur, mais quand même négative pour faire gagner de l'argent à celui qui organise le jeu. Donc, propriété admise sur la loi des grands nombres. Après un grand nombre de réalisations de l'expérience aléatoire associée à grand X, la valeur moyenne prise par la variable aléatoire grand X se rapproche de l'espérance. Je vous dis, l'espérance, ce n'est pas une valeur sûre, c'est une valeur espérée. Mais la loi des grands nombres, elle nous dit que plus on va répéter un nombre de fois important notre expérience, plus la valeur moyenne prise par ma variable aléatoire va être proche de l'espérance. En gros, vous jouez 10 fois à ce jeu, il va y avoir des fluctuations. Je pourrais peut-être vous montrer ça sous Excel si j'ai le temps. Vous jouez 100 fois à ce jeu, les fluctuations vont commencer à se réduire. Vous jouez 1000, 10 000 ou 1 million de fois à ce jeu, là, vos fluctuations seront extrêmement faibles et la valeur moyenne, ce sera environ 0,2, donc une perte de 0,2 € par partie. Petite précision. L'espérance a les mêmes unités que les valeurs prises par ma variable aléatoire et pour une variable aléatoire, voilà, on dit que le jeu est équitable, ce qui est rarement le cas dans les jeux auxquels vous êtes amené à jouer dans la vie courante, mais on dit qu'un jeu est équitable si l'espérance de gain est égale à 0. C'est-à-dire que ni l'organisateur ni le joueur sur le long terme vont réaliser des bénéfices, ça va s'équilibrer. Dans une feuille de calcul, bon, je vais zapper ça, je vous ferai peut-être un meilleur exemple sur Excel si j'ai le temps. Là, je vais aller maintenant sur un point qui a priori vous pose problème, la notion de variance et d'écart type. Alors, la notion de variance et d'écart type, non, j'allais dire une bêtise, on les avait pas fait, vous les avez pas fait en seconde. C'est maintenant le programme de la nouvelle seconde, mais c'était pas au programme de l'ancienne seconde. Donc, c'est une découverte pour vous. Découverte, comment je vais essayer de bien vous expliquer ça. Alors on va commencer par l'aspect barbare. L'écart type, statistiquement, ça représente la moyenne des écarts à la moyenne. Alors je suis désolé, on ne peut pas bien faire plus simple comme phrase, donc je répète, la moyenne des écarts à la moyenne. Quand on donne un écart type, par exemple, si je prends vos notes, que je calcule, la moyenne de 8, non, soyons optimistes quand même, je vais dire n'importe quoi, mon moyenne de 16,8, vu que vous êtes super bon, vous savez tout de suite ce que ça veut dire. Quand je vous dis la moyenne de classe est à 16,8, vous êtes là, ouais, on a une super bonne moyenne, etc. Donc vous êtes plutôt content. Si je vous dis l'écart type est de, par exemple, 5, alors, ça serait bizarre d'avoir une moyenne de 16,8 avec un écart type de 5. Alors si je vous dis l'écart type est de 2, là vous ne saurez pas trop ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en moyenne, les notes vont se situer à 2 points de la moyenne. Donc on a dit la moyenne de classe est à 16,8. Si l'écart type est à 2, ça signifie qu'en moyenne, vos notes s'écartent de la moyenne de 16,8 de 2 points. Alors ça ne veut pas dire que c'est une règle, ça ne veut pas dire que tout le monde a soit 18,8 ou soit 14,8, mais c'est-à-dire quand on fait la moyenne de vos écarts à la moyenne, l'écart type, c'est ça. Donc concrètement, si vous avez bien compris, ça m'étonne que ce soit le cas tout de suite, avec les exemples ça ira mieux, mais si vous avez bien compris, plus l'écart type sera plus petit, plus ça voudra dire quoi? 10 secondes de suspense. Plus l'écart type sera petit, plus ça veut dire que les valeurs seront proches les unes des autres. On parle de séries homogènes. Plus l'écart type sera grand, plus ça voudra dire que les valeurs sont loin de la moyenne, éloignées les unes des autres. Donc on parle de séries hétérogènes. Pour calculer l'écart type, on utilise souvent un calcul intermédiaire qui est la variance. Alors la variance, c'est encore pire que l'écart type parce que c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour calculer la variance? C'est là que je vais essayer de commencer à utiliser mon tableau pour vous montrer un petit calcul simple. Alors, on va dire que je prends une loi de probabilité, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de faire quelque chose de propre. Je prends une loi de probabilité, donc là j'ai
mes variables aléatoires. On va mettre la probabilité que ma variable aléatoire prenne chacune des valeurs possibles. Oui, allez, je vais refaire l'exemple du cours, mais je préfère vous le dérouler sous le nez. On avait 3 valeurs possibles. Moins 5, moins 2, hop, c'est pas facile d'écrire sur un tableau qu'on tient, et 10, qui étaient associées à des probabilités, donc 0,6, 0,1, 0,3. Donc, on vient de voir l'espérance. L'espérance de gain, elle est relativement simple à calculer. Hop, je redéroule. Tiens, ça fait pas de mal de dire les choses 2 fois. Des fois, quand je vous l'ai dit 10 fois, ça rentre pas. Donc, on va quand même au moins essayer 2. Ça fait donc probabilité 0,6 fois la première valeur, moins 5, plus probabilité 0,1 fois la deuxième valeur, moins 2, plus probabilité 0,3 fois la dernière valeur, 10. Et on a dit que ça faisait, si je me rappelle bien, une espérance de moins 0,2. Donc on a dit en moyenne, à chaque fois que je vais jouer à ce jeu, je risque de perdre 0,2 € ou 20 centimes d'euros si vous préférez. Donc ça, c'est mon espérance. Maintenant, si je veux calculer la variance, je dois faire la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Alors, qu'est-ce que ça peut signifier, cette drôle de phrase? Elle n'est pas très drôle d'ailleurs, ou cette phrase un petit peu barbare. Ça signifie ça. Si je veux calculer ma variance, je dois faire la moyenne. Donc je dois tenir compte des probabilités. Donc je fais 0,6. Moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc je prends ma valeur, je fais l'écart à la moyenne, donc l'écart à l'espérance, puisque ce qui joue le rôle de moyenne, on a dit que c'était l'espérance. Donc l'espérance, c'est moins 0,2. Alors attention, donc moins 0,2. On a dit quand on veut faire un écart, enfin, on n'a pas dit, mais je vous le dis, quand on veut faire un écart, il faut donc faire la soustraction. L'écart entre deux valeurs, c'est la différence entre ces deux valeurs. Et attention, l'espérance étant négative, donc je fais moins 5, moins 0,2. Et je mets ça au carré. Alors, pourquoi je mets ça au carré? Parce que en fait, si je ne mettais pas les valeurs au carré, les écarts négatifs se compenseraient exactement avec les écarts positifs. Et donc je trouverais que l'écart moyen à la moyenne est de 0. Or moi, je veux calculer l'écart en valeur absolue, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je mets au carré pour avoir vraiment un écart positif. Et je réitère ce calcul pour chacune des valeurs. Donc la deuxième, sa probabilité de 0,1. Je multiplie ça par ma valeur, moins l'espérance. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, au carré. Je fais ça pour la dernière valeur, sa probabilité est de 0,3. Je multiplie ça par la valeur, moins l'espérance. Et je mets ça au carré. Je fais ce calcul-là, j'espère que vous voyez bien. Ça va me donner la variance. Donc si tout va bien, la variance, on doit trouver là, ici, 45,36. Donc ça signifie qu'en moyenne, les valeurs, le carré des écarts des valeurs, alors même moi, vous voyez, je m'y perds tellement que c'est barbare. En moyenne, le carré des écarts à la moyenne est de 45,36. Mais en fait, ça concrètement, on s'en fout. Parce que le carré des écarts à la moyenne, on s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Alors, c'était même ça, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. On s'en fout, c'est un outil intermédiaire, la variance. Ce qui m'intéresse, c'est l'écart type. L'écart type, en fait, c'est simplement la racine carrée de la variance. Pourquoi? Parce qu'on a mis tous les écarts au carré. Donc, si je veux revenir à une échelle logique, à une échelle initiale, je dois prendre la racine de ça. Donc une fois que j'ai calculé ma variance, pour ça je l'ai dit tout à l'heure que c'est un calcul intermédiaire, le plus dur est fait, parce que maintenant si je veux calculer l'écart type qui se note en général sigma minuscule, l'écart type de ma variable aléatoire, je prends la racine carrée simplement de la variance. Ça, si vous voulez, c'est pour annuler le fait d'avoir mis les carrés, les écarts au carré. Et donc là je fais la racine carrée de 45,36. Racine carrée de 45,36, ça doit me donner 6 et des grosses brouettes, 6,73.
donc là, j'ai mon écart type de 6,73, ce qui signifie que à ce jeu, en moyenne, vos gains vont s'écarter de 6,73 € de l'espérance qui est de 0,2 €. Voilà, donc c'est toujours comme ça que vous allez calculer l'écart type, c'est-à-dire d'abord je vous conseille de calculer la variance et ensuite vous faites la racine carrée de la variance. Et pour calculer la variance, il suffit de faire, donc si je redétaille, je prends ma valeur, je fais l'écart avec l'espérance, je mets ça au carré et je multiplie par la probabilité associée, plus la deuxième valeur, je prends son écart à l'espérance, je mets au carré, je multiplie par la probabilité associée. Et je fais ça pour chacune des valeurs. Donc ici, il y a 3 valeurs, ça va bien. Quand il y a 15 valeurs, vous en doutez, c'est un peu pénible, mais ce n'est pas extrêmement compliqué parce que le calcul est toujours le même. C'est plus long que difficile. Alors faites attention avec ce petit piège de quand vous avez une variable aléatoire qui prend une valeur négative, l'écart avec cette variable aléatoire, vu que ça va faire moins, ça fera plus. Donc ici, par exemple, faites moins 5, moins 0,2 qui est l'espérance, donc ça fait moins 5 plus 0,2. Parce que l'écart entre moins 5 et moins 0,2, il est de 4,8. Et après, vous mettez ça au carré, vous multipliez par la probabilité associée. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur ces notions un peu nouvelles et délicates de variance et d'écart type. Donc que rajouter? Après un grand nombre de réalisations de l'expérience aléatoire associée à X, l'écart type de la série statistique que l'on obtient se rapproche de l'écart type de grand X. Donc là, c'est la même idée en fait. L'écart type des probabilités, d'après la loi des grands nombres, sur un grand nombre d'essais, il va se rapprocher de l'écart type des statistiques. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, vu qu'on a une probabilité, il y a quand même un aspect aléatoire qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas sûr que ça puisse exactement se passer d'une telle façon. Par contre, la loi des grands nombres nous assure, entre guillemets, le fait que sur un grand nombre de tentatives, les valeurs observées vont se rapprocher des valeurs théoriques. Comme en statistique descriptive, l'écart type mesure donc la dispersion. Plus l'écart type est faible, plus les valeurs tendent à être regroupées autour de l'espérance. Alors maintenant, définition et propriété. Si je vous ai bien suivi, ça vous a posé quelques petits soucis, ces définitions et propriétés là. Notamment, qu'est-ce qui se passe en cas de transformation affine? Qu'est-ce qui se passe pour ma loi de probabilité? Alors, loi de probabilité, je vous rappelle, on a des variables aléatoires qui peuvent prendre certaines valeurs associées à des probabilités. En fait, la variable aléatoire grand Y, ce serait une nouvelle variable aléatoire qu'on créerait, pas très français, mais on va essayer, vous m'avez compris, alors qu'on pourrait créer, c'est déjà mieux, à partir d'une variable aléatoire initiale, en usant par exemple une transformation affine. Et à ce moment-là, par exemple, je dis que ma variable aléatoire initiale, c'est les gains de tout à l'heure, et puis je choisis de multiplier tous les gains par 2 et de leur ajouter 8. La nouvelle loi de probabilité, les probabilités ne vont pas être modifiées. Par contre, la variable aléatoire, elle prend des nouvelles valeurs. Multiplication par 2 et ajout de 8, si je me rappelle bien l'exemple que j'ai pris. On pourrait aussi choisir, par exemple, de nouvelles variables aléatoires qui prend toutes les variables aléatoires, toutes les valeurs des variables aléatoires initiales, qui les met au carré. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est les propriétés qui sont là, qui dit que par exemple, l'espérance, comme la moyenne en statistique, elle va suivre les transformations affines. Alors j'explique, ou j'essaye d'expliquer, si j'ajoute 5 à toutes les valeurs de mes variables aléatoires, alors la nouvelle espérance va augmenter de 5 aussi. Dans l'exemple de tout à l'heure, on savait quand l'espérance était de moins 0,2, ça voulait dire qu'on perdait en moyenne 20 centimes d'euros par partie. Si l'organisateur dit, tiens, moi j'augmente tous les gains possibles de 1 euro. Alors votre espérance de gain, elle va automatiquement suivre cette transformation-là, à partir du moment où ça a été fait sur tous les gains possibles, sans en oublier un seul. Et votre espérance, elle augmente aussi de 1 euro. Donc ça, c'est cette première propriété
Si mes variables aléatoires ont toutes augmenté de la même valeur, une valeur b, alors l'espérance augmente aussi de cette valeur b. Si je multiplie toutes mes variables aléatoires par un certain nombre, donc toujours le même exemple, si votre organisateur de votre jeu a dit bah, moi je multiplie tous vos gains par 2, alors l'espérance de gain, elle aussi, elle est multipliée par 2. Ça ne marche pas tout à fait pareil pour la variance, puisque la variance c'est un critère de dispersion. Si j'augmente toutes mes variables aléatoires de 8, je ne sais plus quel exemple j'avais pris, si j'augmente toutes mes variables aléatoires de 2, restons sur 2, c'est un joli chiffre, en fait elles sont toujours dispersées de la même façon, hein, puisque les valeurs les plus faibles auront augmenté de 2, les gains les plus forts auront augmenté de 2 aussi, donc en fait la variance, elle ne va pas être impactée par ça. Hein, donc elle ne va pas être modifiée. Si toutes mes variables aléatoires augmentent d'une certaine valeur b, la variance n'est pas modifiée parce que les valeurs sont toujours dispersées de la même façon. Tiens, je préfère prendre l'exemple statistique pour que vous puissiez mieux comprendre. Si, vu que je vous aime bien, je dis prochaine évaluation, j'ajoute 2 points à tout le monde, la variance ne serait pas modifiée, l'écart type ne serait pas modifié non plus d'ailleurs, hein, parce que les notes seraient toujours dispersées de la même façon. Il y aurait toujours le même écart entre l'élève le plus faible et l'élève le plus fort. Par contre, si je multiplie toutes vos notes par 2, à ce moment-là, ça va avoir un impact sur la variance qui va être multipliée par 2 au carré, vu que c'est le carré des écarts, et surtout sur l'écart type qui va être multiplié par la valeur absolue de 2. Alors pourquoi la valeur absolue de 2? Parce que si je multipliais par exemple par moins 2, les écarts ne seraient pas multipliés par moins 2, ils seraient doublés aussi. Toutes les valeurs seraient transformées, mais l'écart entre les valeurs ne serait pas multiplié par moins 2. Un écart sera forcément positif entre la plus grande et la plus petite valeur. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de valeur absolue qu'on avait dû travailler aussi en début d'année, si vous retravaillez en début d'année, si je me rappelle bien. Donc tout ça pour vous dire, si je dois résumer, parce que là c'est pas évident, j'ai pas forcément été très clair, je suis désolé. Pour résumer, l'espérance suit toutes les transformations affines. C'est-à-dire que si je prends mes variables aléatoires, je leur ajoute 2, l'espérance augmente de 2. Je les multiplie par 2, l'espérance est multipliée par 2. Et je peux même combiner les deux d'ailleurs. Si je prends toutes mes variables aléatoires, je les multiplie par 2 et je leur ajoute 2, alors l'espérance sera aussi multipliée par 2 et augmentera de 2. Alors que la variance ne suit que les transformations, et l'écart type surtout, ne suit que les transformations linéaires. C'est-à-dire que si je multiplie toutes mes notes par 2, l'écart type sera aussi multiplié par 2. Si je multiplie toutes mes notes par moins 4, alors il faudrait être tordu, mais admettons que je sois tordu, l'écart type sera multiplié non pas par moins 4, mais par la valeur absolue de moins 4 qui est, mini suspense, qui est 4. Donc l'écart type, le nouvel écart type serait égal à 4. Par contre, si j'augmente toutes les notes de 2, l'écart type ne bouge pas. Si j'augmente toutes les notes de 8, ou si, soyons méchants, je vous enlève 4 points à tout le monde parce que j'aime pas vos têtes, l'écart type ne sera pas impacté parce que les notes seront toujours dispersées de la même façon. Si vous voulez, là vous avez vos notes, elles sont dispersées, j'enlève 4 points, elles sont toujours dispersées pareil. Vos notes, j'ajoute 2 points, elles sont toujours dispersées ou réparties si vous voulez de la même façon. Par contre, si je multiplie, là vos notes elles sont là, je les multiplie toutes par 2, ça va augmenter la dispersion, ça va augmenter, ça va créer des inégalités. Parce que celui qui a la plus basse note, il va doubler, mais il va moins gagner de points que celui qui a la note la plus élevée. Encore une fois, phrase pas très claire, donc exemple. Le mec qui a 2 sur 20, je multiplie sa note par 2, il passe à 4. Donc il a gagné 2 points. Le mec qui a 6 sur 20, je multiplie sa note par 2, il va passer à 12. Donc lui, il a gagné 6 points. Donc ça a augmenté, ça a amplifié les écarts. Exemple d'application, là c'est des exemples d'application. Si vous avez une variable aléatoire d'espérance 5 et d'écart type 1, si vous créez une nouvelle variable aléatoire, on enlève 4 à toutes les valeurs initiales, ou alors une autre où on multiplie toutes les valeurs initiales par 3, alors l'espérance de y, de ma nouvelle variable aléatoire où j'ai enlevé 4, il suffit d'enlever 4 à l'espérance de départ. Donc au départ, là l'espérance c'était 5, j'enlève 4 à toutes les valeurs, donc j'enlève 4 à l'espérance, la nouvelle espérance est de 1, vaut 1. L'écart type, si j'ai enlevé 4 à tout le monde, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, il n'a pas été modifié. Donc l'écart type, il reste le même, 1. Si par contre je multiplie, c'est le cas de ma nouvelle variable aléatoire z, je multiplie toutes les valeurs de ma variable aléatoire grand X par 3.
Alors la nouvelle espérance est elle aussi multipliée par 3. Donc je passe de 5 à 15. 3 fois 5, 15. Le nouvel écart type est lui multiplié par la valeur absolue de 3. Alors la valeur absolue de 3 c'est 3. Et donc je fais 3 fois 1. Donc le nouvel écart type vaut 3. Voilà, j'espère avoir été clair sur ce petit paragraphe pas simple, hein, j'en ai bien conscience. Mais j'ai essayé de faire au mieux. On zappe un petit peu la suite Python parce que je veux quand même me concentrer sur l'essentiel. Et la suite est pas trop dure parce que normalement vous maîtrisez bien la notion d'arbre de probabilité. Alors est-ce que je suis en train de voir, est-ce que j'avais oublié des petits paragraphes orange? Non, parce que je pense que je vous ai donné les explications qui allaient avec. Donc, arbre de probabilité, modéliser une situation faisant intervenir l'aléatoire consiste à traduire cette situation à l'aide d'outils de probabilité. Un des outils qui marche bien, c'est de modéliser par un arbre. Donc, un arbre, la valeur prise par la variable aléatoire peut être notée au bout de chaque chemin de l'arbre. Une expérience aléatoire est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance. Donc, ça, merci, on le savait, mais on l'a rappelé. Donc, prenons un nouvel exemple. Ça ne fera pas de mal de changer un petit peu d'exemple. Donc répétition dans des conditions identiques et indépendantes, on fait tourner 2 fois de suite une roue divisée en 3 secteurs, un bleu, un vert et un rouge. Les secteurs bleu, vert et rouge sont respectivement des angles de 36 degrés, 108 degrés, 216 degrés. Donc quelle est la probabilité par exemple de tomber sur le bleu? Angle de 36 sur angle total de 360 degrés. Quand on simplifie, ça fait un dixième. Probabilité de tomber sur le vert, angle de 108 degrés. Un angle du vert, sur un angle total de 360, quand on simplifie, ça fait 3 dixièmes. Probabilité de tomber sur le rouge, angle de 216 degrés, sur un angle total de 360 degrés. Et là, je ne sais pas compter, malheureusement, je n'ai pas dû faire prof de maths. 216 sur 360, comme certains et certaines me l'ont fait remarquer, ça ne fait pas 7 sur 10, mais ça fait 6 sur 10. Voilà, d'ailleurs, on peut vérifier, 1 dixième plus 3 dixièmes plus, je répète, donc là 6 dixièmes, ça fera bien 10 sur 10, probabilité de 1. Donc on s'intéresse ici au nombre de fois où la flèche s'arrête sur le secteur bleu qui est modélisé par la variable aléatoire grand X. La variable aléatoire grand X, elle va prendre 3 valeurs possibles. Pourquoi 3 valeurs? Parce qu'on dit dans l'exemple, je fais tourner 2 fois ma roue. Donc à l'issue de ces 2 tournages de roue, je ne sais pas si c'est français, mais c'est compréhensible. À l'issue de ces 2 fois où vous avez fait tourner votre roue, vous aurez 3 résultats possibles. Soit vous n'êtes jamais tombé sur le secteur bleu, donc votre variable aléatoire qui compte le nombre de fois où vous êtes tombé sur le secteur bleu, elle vaudra 0. Soit vous êtes tombé une fois sur le secteur bleu, soit vous êtes tombé les deux fois sur le secteur bleu. Donc 0, 1 et 2 sont les valeurs possibles. On peut résumer ça dans un arbre. Vous lancez une première fois votre roue, soit vous tombez sur le bleu, donc on a vu que la probabilité de tomber sur le bleu était de 0,1, soit vous tombez sur le vert, la probabilité de tomber sur le vert est de 0,3, soit vous tombez sur le rouge. Vous relancez une deuxième fois, les probabilités ne sont pas modifiées. Hein, là, on a affaire à des tirages indépendants, c'est-à-dire que le fait d'être tombé sur le bleu la première fois, votre roue, elle n'a pas de mémoire, elle ne va pas dire « Ah tiens, je suis déjà tombé sur le bleu, j'ai envie de changer, donc la deuxième fois, je ne tombe pas sur le bleu. » Non, on est dans une situation d'indépendance, donc au deuxième lancer de roue, les probabilités sont exactement les mêmes. Donc là, vous avez les mêmes. Vous avez un arbre à 2 niveaux. À chacune des branches correspond à un événement. Là, par exemple, première branche, j'ai fait bleu et bleu. Et donc, vu que x, ma variable aléatoire, me compte le nombre de fois où je suis tombé sur bleu, ici, x vaut 2. Ici, cet événement, j'ai fait bleu premier coup, vert deuxième fois. Donc, je suis tombé une fois sur le bleu. Là, j'ai fait bleu et rouge, une fois sur le bleu. Etc. etc. Là, j'ai fait vert et vert, donc aucun bleu. X égale 0. Là, j'ai fait vert et rouge, aucun bleu, x égale 0. Là, j'ai fait, par exemple, rouge et bleu, un bleu, x égale 1. Donc un arbre de pondéré est un arbre donc pondéré parce que je fais apparaître les probabilités sur chacune des branches, hein, avec des choix. Les probabilités notées sur les branches sont celles de l'issue considérée. Donc à partir de là, on peut dénombrer qu'il y a 9 issues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 fois 3 issues. 3 issues au premier lancer multiplié par 3 issues au deuxième lancer. S'il y avait un troisième lancer, vous devinez qu'il y aurait 27 issues possibles à chaque fois. Je multiplie par 3 mon nombre de cas d'issues possibles. Donc les 9 issues possibles sont là, mais ma variable aléatoire, elle ne va pas prendre ces 9 valeurs, elle va en prendre que 3, parce que chaque issue correspond à une valeur de ma variable aléatoire, mais pas forcément une valeur différente.
Exemple, ces deux issues-là, c'est vert vert et vert rouge, toutes les deux, j'ai fait 0 bleu. Donc toutes les deux, elles sont associées à la valeur 0. Ces deux issues-là, bleu rouge ou vert bleu, elles sont toutes les deux associées à x égale 1, parce que j'ai fait une fois le bleu. Donc on peut calculer les probabilités de x à l'aide des règles suivantes, j'espère que vous vous en rappelez. Règle de la somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud est égale à 1. Un nœud, qu'est-ce que c'est? Là, il y a un nœud, donc la somme des probabilités qui partent de là doit valoir 1. Là, il y a un nœud, somme qui vaut 1, un autre nœud et un autre nœud. Donc quand je fais les sommes, à chaque fois, ça doit faire 1. Règle 2, produit. La probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités portées par les branches qui constituent ce chemin. Exemple, ici, je dois faire 0,1 multiplié par 0,1 pour avoir la probabilité d'avoir 2 boules bleues. Et donc que x prenne la valeur 2. Et enfin, probabilité totale. La probabilité d'un événement correspondant à plusieurs chemins est égale à la somme des probabilités associées à ces chemins. Exemple, P de x égale 2, si vous regardez bien, il n'y a qu'un seul chemin. Donc la probabilité que x prenne la valeur 2, c'est 0,1 fois 0,1. Ça doit faire 0,01. Par contre, x égale 1, il y a plusieurs chemins. Je crois qu'il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je dois additionner les probabilités de chacun de ces chemins. Donc 0,1 fois 0,3, plus 0,1 fois 0,6, plus 0,3 fois 0,1, plus 0,6 fois 0,1. Ça me donne la probabilité du 1. Même chose pour le 0. Le 0, il y a 4 branches qui correspondent à ça, donc 4 issues possibles. J'additionne les probabilités de ces 4 branches pour avoir la probabilité du 0, que je peux récapituler, comme on l'a dit. On va terminer par ce sur quoi on a commencé, par un tableau qui résume la loi de probabilité. Ici, ma variable aléatoire peut prendre 3 valeurs, 0, 1 et 2. Et à chacune de ces valeurs est associée une probabilité que j'ai déterminée ici et que donc je recopie dans mon tableau qui donne la loi de probabilité. Et si vous avez bien suivi, on peut vérifier que la somme des probabilités soit égale à 1. Et là maintenant, à partir de ce tableau, je pourrais recalculer l'espérance et l'écart type. Tiens, ça peut être un bon exercice à faire, déterminer l'espérance et l'écart type. Ça fera un petit résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va se lancer. Donc on va se lancer pour résumer un petit peu, voir si vous avez bien compris. Essayons de calculer l'espérance et l'écart type dans ce dernier exemple. Donc, ce dernier exemple, je le recopie. On a 3 valeurs possibles pour ma variable aléatoire associées à des probabilités. Les 3 valeurs possibles sont 0, 1 et 2, nombre de fois où je suis tombé sur le secteur bleu. Probabilité du 0, 0,81. Probabilité du 1, 0,18. Probabilité du 2, 0,01. Si vous m'avez bien suivi, l'espérance est relativement simple à calculer. Je fais 0,81 fois 0, donc ça fera 0. 0,18 fois 1 plus 0,01 fois 2. Ça, avec un peu de bol, si je sais compter, ça doit faire pile 0,2. Là, ça fait 0, 0,18 plus 0,02. 0,18 et 0,02, j'espère que je ne me trompe pas, mais ça doit faire 0,2. Donc là, l'espérance est de 0,2. C'est-à-dire qu'en moyenne, si vous jouez un grand nombre de fois à ce jeu-là, donc lancer 2 fois, faire tourner 2 fois votre secteur circulaire, vous allez tomber sur le bleu 0,2 fois par couple de lancers, par partie. Donc là, l'espérance est de 0,2, assez simple à calculer. Maintenant, ce qui va m'intéresser, un peu plus compliqué, la variance. Donc la variance, qu'est-ce que je dois faire? La première probabilité, 0,81, multipliée par la valeur moins l'espérance au carré, plus la deuxième probabilité, 0,18, multipliée par la valeur moins l'espérance au carré, plus 0,01 multiplié par
la dernière valeur moins l'espérance au carré. Voilà, vous faites ce calcul. Je pense qu'une calculatrice s'avère pas indispensable mais utile, hein, parce que faire ça de tête c'est possible mais c'est pas évident. 0,81 fois 0,2 au carré plus 0,18 fois 0,8, 1 moins 0,2 ça va faire 0,8 au carré plus 0,01 fois 1,8 au carré. Ça nous fait 0,18. 0,18. Et donc, j'espère que vous voyez bien, l'écart type, c'est égal à la racine de la variance, c'est-à-dire la racine de 0,18, qui doit nous faire 0,42 environ. Quand on arrondit, est-ce que j'arrondis correctement? Oui, 0,42. Voilà, donc ça veut dire que là, en moyenne, mes résultats vont s'écarter de 0,42 de la moyenne. Donc c'est, je répète, la difficulté de l'écart type, c'est que c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc c'est un critère de dispersion. Là, 0,42, c'est assez faible. Donc ça veut dire que là, les valeurs sont plutôt homogènes, plutôt concentrées. En même temps, il n'y a pas 45 valeurs possibles, c'est 0, 1 et 2. Hein, donc là, le calcul de l'écart type dans cet exemple-là, il n'était pas très intéressant, mais c'était surtout pour vous redérouler le processus de calcul pour que vous soyez capable de le faire. Et évidemment, ça, c'est possible de le faire à l'aide de la calculatrice. Hein, l'outil statistique de votre calculatrice vous permet de calculer la moyenne, l'écart type, et donc la variance n'apparaît pas, mais l'écart type apparaît. J'étais en train de réfléchir, oui, je vais vous expliquer comment on fait avec la calculatrice, hein, tant que je suis lancé là. Autant aller jusqu'au bout des choses, puisqu'après on a terminé. Alors tiens, tant qu'on y est, on va faire le résumé, puis après je ferai un petit paragraphe utilisation de la calculatrice. Donc à l'issue de ce cours, bon, moi je comprends ma blague, c'est pas grave. Donc à l'issue de ce cours, et je peux pas dire mieux, qu'est-ce que vous devez savoir? Définir et exploiter la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc pour une expérience aléatoire d'univers oméga, définir une variable aléatoire, donc on a expliqué ce que c'était, c'est associer à chaque issue un nombre réel. On peut alors générer des événements, calculer la probabilité que ma variable aléatoire elle prenne une certaine valeur, ou alors qu'elle soit inférieure ou égale à une certaine valeur, ou supérieure ou égale à une certaine valeur. Donc définir la loi de probabilité, c'est associer à chaque valeur prise une probabilité. Le plus simple étant, on a dit de faire un tableau à 2 lignes. Ligne 1, vous mettez les valeurs possibles pour vos variables aléatoires. Ligne 2, vous mettez la probabilité que vos variables aléatoires elles prennent chacune de ces valeurs. La somme des probabilités doit faire 1. On peut représenter ça à l'aide d'un diagramme en bâton ou à l'aide de barres. Chaque barre montant à la hauteur de la probabilité associée à la valeur de ma variable aléatoire. On peut simuler ça à l'aide de Python, comme on l'a vu. Il faut savoir, donc dans ce chapitre, calculer l'espérance, ça sera demandé quasiment à tous les coups. Interpréter l'espérance, donc ça veut dire, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est ce que je peux espérer gagner quand je vais réaliser une expérience de probabilité. Alors je dis gagner parce que très souvent ça va être des gains, mais ce n'est pas forcément des gains d'ailleurs. Hein, la variance, c'est un outil intermédiaire qui permet surtout de déterminer l'écart type, donc variance moyenne des carrés des écarts à la moyenne, écart type moyenne des écarts à la moyenne, donc moyenne surtout des écarts à l'espérance, hein, dans le cas de ce chapitre sur les probabilités. Ensuite, voilà, petite explication Python et surtout, donc, rappel sur la notion d'arbre de probabilité, puisqu'on avait vu les probabilités conditionnelles, donc l'arbre ne doit pas vous poser de difficultés. Donc une répétition d'expérience aléatoire peut être modélisée par un arbre. Au bout de chaque branche, vous associez la valeur prise par ma variable aléatoire, ici, et donc là vous avez un arbre à 2 niveaux classique. Voilà, donc j'espère avoir pu éclaircir un petit peu des choses. Tant que j'y suis, je vais essayer de répondre à vos questions.
Donc pour ça, je vais sur notre conversation et je vais voir quelles sont les questions qu'il y a. Alors, question. Lola, je comprends pas ce que sont concrètement l'espérance, la variance et l'écart type. Dans le concret, qu'est-ce que ça représente? Alors j'espère que j'ai répondu. Donc concrètement, l'espérance, c'est le gain moyen que je peux espérer quand je participe, quand je réalise une expérience aléatoire. Et comme je dis, surtout la variance, on s'en fout un peu, c'est un outil de calcul. Surtout l'écart type, c'est la moyenne des écarts à l'espérance. Donc c'est un indicateur qui permet de savoir, en gros, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, si le jeu est risqué. Puisque en gros, plus l'écart type sera grand, plus ça veut dire qu'il va y avoir des écarts entre les valeurs de gain les plus fortes et les pertes les plus fortes aussi. Donc ça veut dire que plus ton jeu est risqué. A l'inverse, plus l'écart type est faible, plus ça veut dire que ton jeu, enfin moins ton jeu comporte de risques. Je ne comprends pas si x est une valeur ou une fonction. X, c'est la valeur que peut prendre ma variable aléatoire. C'est-à-dire que la variable aléatoire, qu'est-ce que c'est? À chaque issue d'une expérience de probabilité, on lui associe une valeur. Et donc x, c'est sa valeur. Ensuite, Joséphine, j'ai pas compris comment écrire une fonction Python. Alors ça, du coup, c'est pas lié à ce chapitre-là. Retourne dans ton cahier d'algo que je vais distribuer en début d'année pour jeter un coup d'œil comment on rentre une fonction Python. Mais là, c'est pas vraiment l'objet de ce chapitre-là. Guillemette, j'ai pas compris la propriété de la page 7. Genre, qu'est-ce que c'est quoi? J'espère que ça t'a aidé, les explications que j'ai fait. Moi, j'ai pas compris la base, c'est-à-dire la différence entre probabilité et loi de probabilité. Une loi de probabilité, comme on l'a défini au départ, c'est qu'on va associer à chacune des valeurs possibles une probabilité. Et donc donner la loi de probabilité, je vous dis la loi de probabilité surtout, hop, j'essaie de revenir sur quelque chose qui parle, c'est donner un tableau. Voilà, ce qui va donner la loi de probabilité. En fait, la loi de probabilité, c'est quelle est la probabilité associée à chacune des valeurs. Quand on demande la loi de probabilité d'un événement, c'est d'une expérience aléatoire. Mon expérience aléatoire, elle se déroule, il se passe quelque chose, donc je lance mon dé, je tombe sur une face, quelle est la valeur associée à cette face? Quelle est la probabilité surtout d'avoir cette valeur-là? Pas été super clair, mais j'aurais essayé. Alors, en gros, la variance c'est le nuage de balles et l'espérance c'est la moyenne, c'est ça. Là j'ai un peu de mal à comprendre la question. Le nuage de balles, je pense que c'est une erreur de frappe. L'espérance c'est la moyenne, c'est ça, là on est d'accord. La variance, bah, c'est le carré des écarts à l'espérance. Donc c'est pas terrible, c'est la moyenne des carrés des écarts à l'espérance. Hop, question sur un exercice, donc ça on verra un peu plus loin si je réponds à vos questions sur des exercices précis. Stanislas, question classique, moi je ne peux pas comprendre grand chose. J'ai essayé de t'aider Stanislas, ne perds pas espoir, continue comme ça. Enfin continue comme ça, non, ne continue pas comprendre grand chose, mais en tout cas, je continue à t'accrocher, j'espère que cette vidéo pourra t'aider. Ensuite, ouais, donc après vous commencez à parler bizarrement. Ok, oui, je vois que vous mettez de l'aide en place, là, Palmyre qui propose d'aider Stanislas, très bien, ça crée des liens, donc merci Palmyre. Si vous pouvez vous entraider effectivement et ça marche, les outils là, en général vous êtes plus au fait que moi là sur les réseaux sociaux, à deux ça marche sûrement mieux que comme on a essayé de le faire tout à l'heure en groupe où c'était la loose absolue. Donc n'hésitez pas, effectivement la période est, déjà ça fait du bien de voir du monde quand on est confiné comme c'est le cas actuellement. Et puis de toute façon le travail de groupe j'étais déjà largement favorable quand on était en classe, donc là maintenant qu'on n'est plus en classe, n'hésitez pas à vous entraider, ça vous fera déjà du bien de voir d'autres personnes et puis ça pourra en plus joindre l'utile à l'agréable, essayer de vous aider à mieux comprendre les choses. Donc voilà, pour l'instant c'est tout ce que j'ai comme question, donc on va arrêter la vidéo là. Donc j'espère avoir été efficace, j'espère avoir été pas trop naze. Vous avez sûrement vu mon nouveau look. Pour terminer, j'ai décidé de me raser. Je me suis dit que j'avais toujours eu envie de me raser pour voir la tête que j'avais.
Maintenant j'ai vu la tête que j'ai rasée, donc c'était la dernière fois que je me rasais. Je pensais pas qu'on me verrait, vu qu'on est confiné, je me suis dit personne ne va jamais me voir raser. Donc voilà, vous me voyez raser, on s'en fout complètement, mais c'est pour vous expliquer que j'ai pas commencé la calvitie. C'est simplement que j'avais envie de me raser, que je me suis dit que c'était le moment idéal vu qu'on va voir personne pendant au moins 45 jours à mon avis. C'est pas une réussite absolue, mais bon, vous en foutez sûrement, mais c'était simplement pour vous expliquer ça. Et puis pour finir sur une petite touche plus sympa que ces variables aléatoires. Donc là maintenant, ce que je vous conseille, je vous demande de faire, essayez donc de regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. J'espère qu'une fois aura suffi, mais si vous avez le besoin de vous coltiner ma tronche une deuxième, une troisième fois, l'avantage d'une vidéo comme ça, c'est que vous pouvez. Essayez de bien comprendre le cours, et maintenant si vous avez des questions plus concrètes, faites les exercices. Donc les exercices que je vous ai donnés là, ils sont là. Essayez de les faire. Je vous ai fait passer normalement toutes les corrections, si je ne me trompe pas. Je vous ai fait passer des corrections perso que j'ai rédigées par mes soins. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur de coquille. Si vous envoyez, n'hésitez pas à me les souligner. Si vous avez des questions sur ces exercices, essayez de me les poser, on verra. Si je vois qu'il y a plusieurs questions qui reviennent, peut-être que je referai une nouvelle vidéo plutôt axée cette fois-ci sur réponse à vos questions sur les exercices. Donc explication sur les exercices. Voilà. Pensez à continuer à travailler, mais pensez aussi à prendre soin des vôtres. Je sais, comme je le dis, que ça ne doit pas être simple, hein, mais bon. Les maths, c'est jamais évident. Dans cette période-là, c'est encore moins évident, mais essayez de vous accrocher. Pensez que s'il y a un retour en classe, de toute façon, on fera preuve d'un maximum de bienveillance. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Il y aura sûrement des adaptations qui vont avoir lieu. La priorité, c'est que vous prenez soin de vous. Et si en plus de ça, vous avez la possibilité de continuer à bien bosser, alors vous êtes au top. Continuez comme ça, et j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me faire des retours, et si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres sur les prochaines séances. Bon courage!